juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. Pour l'épisode de ce soir, on avait envie de revenir sur un sujet qu'on avait fait. C'était comme notre petit pilote qu'on avait fait quand on était en croisière. Donc, c'était investir versus spéculer. On avait fait un petit clip de 4 minutes, fait que là, on pourrait élaborer un petit peu plus. Fantastique. Tu me ramènes dans les pays chauds. Oui, des beaux souvenirs. Je me souviens très bien quand on l'a enregistré, c'était le fun. On était à ce moment-là encore en réflexion de notre podcast. Ouais. Là, tu étais arrivé avec l'idée, puis on testait des concepts. Oui, exactement. C'était super. Parce que donc, il y a évidemment une grande différence entre investir et spéculer. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Oui, bien alors, qu'est-ce qu'investir? Donc, c'est un mot qui est galvaudé, je dirais. Oui. Très utilisé. Les gens ont tendance à penser que dès qu'ils mettent de l'argent quelque part, ils investissent. OK. Mais il y a une grande part de gambling dans la vie que souvent on ne veut pas avouer. Oui. Donc, qu'est-ce qu'investir, dis-je? Alors, deux concepts là, à établir tout de suite en partant, puis après ça, on va voir comment est-ce que ça se compare à spéculer. Donc, investir, là, il y a une part de... on met de l'argent aujourd'hui en quelque part, on ne s'en sert pas immédiatement, Ouais. et donc, il y a une expectative d'en avoir plus dans l'avenir, forcément. Il y a un vieux proverbe qui est un tien vaut mieux que deux tu l'auras. En anglais, le proverbe, c'est « A bird in the hand is worth two in the bush ». OK. Donc, si je le traduis littéralement, c'est « un oiseau dans la main vaut plus que deux dans le buisson ». Donc, l'image ici, c'est il y a un certain risque dans l'avenir et donc, dans le processus d'investir, il y a sacrifier de l'argent, on ne l'utilise pas immédiatement. Et donc, forcément qu'elle doit me ramener plus d'argent dans l'avenir. Parce que sinon, ça ne vaut pas la peine. Je vais le dépenser maintenant. Je ne ferai pas le sacrifice de m'en départir. Là, Exactement. Donc, ça, c'est la motivation derrière investir. Et maintenant, la mécanique de ce qu'est investir vraiment et comment ça se distingue de spéculer, c'est que investir, ça doit avoir un lien avec une étude fondamentale de la valeur de l'actif dans lequel on veut mettre de l'argent. Et donc, ça implique de faire une étude sur la valeur intrinsèque de l'actif. Donc, par exemple, on en a déjà parlé, là, le fameux lien entre le bilan et les cash flows. On y revient toujours. Donc, si par exemple, on veut investir dans une entreprise, c'est aussi vrai pour une multinationale en bourse que pour une pizzeria au coin de la rue qu'on voudrait acheter de quelqu'un. C'est le même phénomène. Donc, on doit regarder le bilan de l'entreprise. Puis ensuite, on doit voir quels sont les cash flows que cet actif-là est capable de générer. Et cette étude fondamentale-là, on la ferait pas juste sur un an. Donc, on le regarde idéalement sur un track record de au moins 5 ans. Parce que des fois, voir une tendance. Oui, exactement, parce que les résultats peuvent fluctuer d'une année à l'autre. Donc, on veut être capable d'avoir un certain nombre d'années puis de s'en faire une moyenne. Puis voir un peu quelle est la moyenne de tout ça. Puis donc, ça nous donne une bonne idée des cash flows. Donc, investir, c'est de l'étude, c'est du fondamental, c'est du rationnel, c'est de la patience, c'est de la discipline, c'est tous ces mots-là. Donc, qu'est-ce qui est spéculé? C'est tout le reste. Voilà. C'est tout ce qui est du
court terme, de l'impatience, du « mon voisin me donne un tip, ça a l'air d'une bonne idée ». Ça n'a rien à voir avec le fondamental. C'est de la facilité. C'est pas mettre d'effort, là. Exactement. OK. Et puis, et il s'en fait énormément de la spéculation dans toutes sortes de domaines. Je vais dire quelque chose qui va m'attirer 3 ennemis, probablement dans notre public, mais pas plus que ça. Tout ce qui est la crypto-monnaie, c'est énormément de spéculation, mais il se fait régulièrement des épisodes spéculatifs basés sur des actifs réels. Alors, la grande crise financière qui a eu lieu en 2008-2009 dans l'immobilier, elle a frappé au Canada un peu, mais elle avait frappé de façon très violente aux États-Unis dans tout ce qu'on a appelé les épisodes du subprime, où littéralement on était rendu qu'on donnait des prêts hypothécaires à n'importe qui, même des gens qui n'avaient pas de job, peu importe, et puis on leur chargeait 0% d'intérêt pour X nombre de temps. Ben oui, mais pendant ce temps-là, ça permettait à des gens d'être capables d'acheter des maisons. Puis quand tout le monde est capable d'acheter des maisons, qu'est-ce que tu penses, ma sœur, qui arrive au prix des maisons? Quand tout le monde est capable d'en acheter. Forcément que les prix montent énormément parce qu'il y a une forte demande, n'est-ce pas? Oui. Oublie, j'ai vu dans ta face, là, parce que là, tu pensais juste au marché au complet. Oui. Ramenons ça à une maison. OK. Elle est à vendre. Il y a 2 acheteurs sur le marché versus il y a 20 acheteurs sur le marché et ça s'est vécu, ça. Hein? D'ailleurs, à Montréal, là, il y a eu des époques sur le plateau Mont-Royal, notamment. Moi, j'ai entendu des histoires où des gens rentraient de partout, puis là, il y avait des gens qui faisaient le line-up, ça s'assoyait autour de la table, les agents d'immeubles se parlent, ça fait des petits side deals. Ben oui. Qu'est-ce que tu penses qui arrive au prix de la maison? C'est sûr qu'elle explose. Ouais. Parce qu'il y a une surenchère entre eux. Mais ça, là, à un moment donné, là, le prix à payer, il devient complètement déconnecté de la valeur de cette maison-là. Donc, cette surenchère-là, ça, c'est de la spéculation pure. Je comprends. Mais ça peut arriver même à l'intérieur d'un domaine où, ce que je veux dire, c'est qu'à la base de l'immobilier, c'est du très fondamental, là. C'est un actif qui est réel, dans lequel on peut habiter, ça a une vraie valeur, mais un public, de temps en temps, là, quand ça s'enflamme et puis que ça part en peur, comme on dit au Québec, là, il peut y avoir des spéculations puis des bulles dans toutes sortes de choses. Ouais. Mais quand ça va redescendre, ça n'a plus rapport, là. Et ça crash. Ouais. Il y a un dicton en finance que je trouve très intéressant, qui est une belle image. C'est que, en général, les marchés montent en escalier et redescendent en ascenseur. Alors, en général, que ce soit un marché boursier ou que ce soit toutes sortes d'autres marchés dans d'autres actifs, en général, les prix montent de façon constante sur un certain nombre d'années, mais les crashs sont habituellement soudains parce qu'à un moment donné, la bulle spéculative pète. Exactement. Et donc, la spéculation, c'est surtout basé sur de la psychologie, tandis que investir, ça doit reposer sur du rationnel et puis de l'étude fondamentale. Ça revient à, on l'avait déjà mentionné dans un autre épisode, là, que tu n'aimes pas le terme jouer en bourse, tu sais, parce que c'est pas ça, c'est pas un jeu, c'est pas du gamble, justement, c'est de l'investissement, donc il y a du travail derrière ça, puis Et comprenons que en bourse, si on prend cet exemple-là, il y a les deux, hein? Alors, il y a des investisseurs qui sont impliqués. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais il y a des spéculateurs, là. Alors, il y a un exemple dont on discutait tout à l'heure, puis je voulais t'en parler. Donc, là, on arrive dans... c'est le premier cas dans un de nos épisodes où je dois dire ça. Donc,
je fais une première mise en garde qui est « Je ne suis pas un conseiller financier accrédité. » Non. Le contenu de notre podcast se veut un contenu éducatif. Oui, exactement. Notre objectif est d'éduquer notre public, de leur donner des bons réflexes, mais ne pas donner des conseils financiers. Donc, je ne le ferai pas très souvent, je pense, nommer une compagnie en particulier, mais quand je vais le faire, je vais toujours mettre cette mise en garde-là parce que ce que je veux qu'on comprenne, c'est quand je nomme une compagnie, je ne suis pas en train de dire « demain matin, allez l'acheter ». Parce que si vous faites ça, peut-être que moi, j'ai investi, mais pour vous, c'est de la spéculation. Ça ne peut pas être juste basé sur « j'ai écouté le bro de la finance, puis Martin, il a dit que cette compagnie-là est bonne. Ça ne marche pas de même. Faites vos devoirs. Absolument. Puis d'ailleurs, il faut comprendre que la situation financière de chaque individu est différente. Ouais. Puis des fois, il peut y avoir une compagnie, il peut y avoir même la taille de la position qu'on prend. Donc, est-ce qu'on a mis beaucoup d'argent dans la compagnie ou peu? Ça, là, ça a à voir avec la situation d'une personne, son niveau de tolérance au risque, etc. Donc, je l'ai-tu assez dit? Disclaimer Faites est vos fait. devoirs. Maintenant que j'ai dit ça, Oui. voici mon exemple d'une compagnie dans laquelle nous sommes investis ensemble. Fait que, disclaimer, c'est on la détient, là, OK? Donc, on a On est propriétaire. Absolument, on est propriétaire, oui, tout à fait. Parce que tu sais qu'on détient les mêmes choses, toi et moi. Donc, la compagnie s'appelle Discovery Silver. OK. Ça y est, je l'ai nommé. Mais c'est une mine d'or. Ça, j'adore ça, ces affaires-là. Alors, comment ça, ce nom-là? Silver. C'est que Discovery Silver, au départ, elle a fait l'acquisition d'une mine d'argent potentielle au Mexique. Ah, OK. Et je dis qu'elle est potentielle parce qu'en ce moment, elle n'est pas encore exploitée. OK. La compagnie n'a toujours pas obtenu son permis d'exploitation au Mexique. My God, OK. Le gouvernement mexicain est toujours en train de faire son évaluation environnementale, OK. à savoir si elle va donner le go à la mine qui s'appelle la mine Cordero dans la province du Chihuahua. Tu vois que j'ai fait mes devoirs. My God, oui. Et que je connais. Chihuahua? Oui, Chihuahua comme le petit chien, bien oui. C'est parce qu'il vient de... manifestement, la race vient de cette province-là. Oui. Mais entre-temps, là, Ouais. la compagnie a dit, OK, mais on n'attendra pas de... Exactement. Et donc là, ils ont fait l'acquisition de mines d'or en Ontario, En Ontario. dans la région de Timmins. Oh my God, OK. Voilà OK. d'où vient son dirigeant en particulier. OK. Et donc, là, j'allais te dire, ça, là, j'aime ça, ce genre d'exemple-là. Pourquoi? Une des raisons pour laquelle je pense que la compagnie est sous-évaluée, là, c'est qu'il y a des gens, alors, pas des investisseurs, mais Non, des spéculateurs ouais. qui, sur la simple base du nom, De se disent l'entreprise. « Moi, ça m'intéresse pas, ça, de l'argent. C'est pas bon du silver, c'est pas bon de l'argent. » Ils ont fait que leurs j'avais- grosses études, là. La grosse étude, c'est de voir le nom. Oui. Ah oui, parce qu'il y en a que leur tri, là, c'est vraiment ça. Là. Ils regardent les noms, Ouais, puis ouais, ouais. ça a l'air intéressant, puis Fait que ça là, a ils pas... pensent que c'est de l'argent, puis ils se disent, ça me tente pas. Exactement. Fait qu'ils ils savent même pas que la mine d'argent est potentiellement au Mexique, mais c'est pas grave, ils pensent que c'est une compagnie d'argent. Oui. Puis comme présentement, le prix de l'argent est très faible par OK. rapport au prix de l'or, qui est OK. beaucoup meilleur, OK. ils ne voient pas nécessairement le potentiel du fait que c'est une mine d'or. Fait que Fait que nous, avec ça, j'adore ça, des situations comme ça, parce que ça crée des opportunités. Puis, c'est drôle. Ah, c'est puis je t'ai trop fait rire tantôt avant qu'on enregistre, parce que j'ai ramené un sketch de Patrick Oh Huard my God, que oui. j'adorais, où il parlait de, tu sais, The Price is Right, Oui. quand les gens spinaient la roue. Puis à un moment donné, il disait que lui, Patrick Huard, quand il regardait le show, il avait le goût que la roue spinne. Il disait, ôte la vieille bonne femme de là, ramène le mari.
Parce que Marie, lui, elle faisait tourner. Spinait. Madame a eu de la misère à y faire Exact. un Un tour au complet. Puis quand elle fait pas un tour au complet, il faut qu'elle la respine. Bob Barker disait spin it again. Oui, fait que nous autres, c'est parfait. On les aime, ces gens-là qui s'arrêtent juste au nom puis qui n'ont pas fait leurs études. Voilà. Donc, c'est donc en particulier, quand il y a une bonne base de spéculateurs qui sont présents dans un marché, forcément que ça crée des distorsions entre la valeur intrinsèque et le prix. Puis c'est très important de faire cette distinction-là. Hein? Le prix et la valeur d'une chose, ce sont deux concepts distincts, mais parfois, on a tendance à les confondre. Puis, un exemple que j'aime bien utiliser, là, c'est on va dans un magasin et on voit un chandail qui est à vendre 200 $. On estime que c'est trop cher, on passe notre tour, on quitte le magasin, on s'en va faire d'autres choses. Ouais. 2 semaines plus tard, on revient, on repasse dans le magasin. Ah! Il est en solde, 50% de rabais. Le même chandail est soudainement 100 $. Qu'est-il arrivé au prix? Il a chuté dramatiquement. Il a perdu 50%. Et pourtant, la valeur du chandail, elle, Il est toujours et la aussi même. beau, il est encore la même qualité. OK, exactement. On a le même vêtement. Ouais. Donc, à ce moment-là, on l'achète cette fois-là. On dit à 100 $, excellent deal. J'ai un beau chandail. Je vais pouvoir le porter avec toutes sortes d'affaires, différentes occasions. Puis, il m'a juste coûté 100 $. On le voit bien dans cet exemple-là que le prix et la valeur, c'est pas la même chose. Non. Mais souvent, quand on est rendu en bourse, dans l'immobilier, on revient à notre exemple tout à l'heure des bulles spéculatives puis que tout le monde s'enflamme. Il y a souvent l'erreur de confondre les deux puis de soudainement penser que à n'importe quel prix, on peut en faire l'acquisition parce que ça vaut ça. Mais ça vaut pas ça. En bourse, tu veux dire? Et une maison, revenons à notre cas. Là, Mais c'est parce qu'en bourse, je comprends que on dirait que souvent, on va être porté à associer prix élevé avec performance de l'entreprise. Puis comme si, mettons, le prix chute, il y a anguille sous roche. Exactement. Puis c'est pas toujours le cas. Ben non, c'est pas toujours le cas. Il y a une image très intéressante utilisée par Benjamin Graham dans un superbe livre qui s'appelle The Intelligent Investor, l'investisseur intelligent. Voilà. Il utilise cette métaphore de Mr. Market. Mr. Market est un monsieur marché, n'est-ce pas? Donc, on personnifie le marché. Et ce que Graham explique, c'est que Mr. Market, c'est un maniaco-dépressif, mais qui, la plupart des jours, prend ses médicaments. Donc, effectivement, le prix, la plupart du temps, reflète grosso modo la valeur intrinsèque de la plupart des compagnies. Donc, il n'y a pas d'excellent deal à avoir, puis il n'y a pas non plus de situation où on se fait avoir. Effectivement, la rationnelle du marché là, reflète la valeur. Mais une fois de temps en temps, il tombe, et il tombe soit dépressif, et à ce moment-là, on a des crashs, et ce sont les meilleures occasions d'achat. On doit aller voir Mr. Market à ce moment-là et dire « Je comprends, je vais te soulager. Tu veux absolument me le vendre 100 $ le chandail aujourd'hui? C'est beau. Là, je vais te le prendre. » Puis, à l'inverse, quand une fois de temps en temps, il est maniaque et que le chandail, si nous, on le détient et on ne l'a pas porté encore, mais que là, il serait prêt à nous le prendre à 400, on dit, alors moi, je le fais comme investisseur, je dis, je vais te le vendre avec plaisir. Prends-le à ce prix-là. Fait que ces épisodes-là passent pas si souvent que ça, mais ils passent de temps en temps. Et l'investisseur intelligent sait les flairer parce que tu as fait tes devoirs en amont de faire la bonne évaluation intrinsèque
Et donc, comme tu connais la valeur, tu vas être capable de voir l'écart entre le prix et la valeur, puis voir si c'est un deal ou pas. OK. Voilà. Oh, j'aime ça. J'ai tout compris. C'est super. Oui. Tu le sais, quand tu as plein d'images, moi, Oui. ça me parle, fait que j'aime bien ça. Et puis, on pense que tu représentes notre public. Oui, Tu pense. te nommes parfois la porte-parole de notre public. Fait que c'est parfait. Quand tu as tout compris, ça veut dire que les gens qui nous écoutent vont sûrement comprendre. Puis c'est ce qu'on veut. Oui. Ouais. Ben, j'aime bien ça. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que la finance, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est bien vrai. Merci beaucoup. Merci.